Nous voici à nouveau sur ces plateaux de Congo Buzz Télévision. Chers internautes, bonjour et bienvenue à votre magazine Ils ont dit, qui va tourner autour de deux principaux sujets. L'actualité qui reste dominée bien évidemment par l'interview du chef de l'État sur Jeune Afrique depuis Goma, mais aussi de la journée du 30 juin qui est considérée comme une journée festive ici en République démocratique du Congo. Et pour discuter de cela, je reçois pour vous les politologues congolais à la personne de M. Phocas Koukelemene avec qui nous allons discuter. M. Phocas, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Je suis fier d'être invité aujourd'hui pour parler de la République. Et je remercie aussi les techniciens qui sont en place pour nous prendre en charge, aussi ceux qui vont nous suivre. Je leur dis grand coucou. Très bien habillé. Merci, c'est par la faveur qui m'a été accordée par un couturier de la place, au nom de M. Billy Kandolo, il est à Limité. Et je lui dis sincèrement merci pour ceux qui voudront aussi se vêtir comme moi. C'est question tout simplement d'entrer en contact avec nous et nous allons les guider. D'accord. Parlons de l'actualité qui reste dominée par l'interview faite par le chef de l'État à Jeune Afrique depuis Goma. Comment concevez-vous cela? Bon, le problème c'est que c'est une communication du chef. Il a donné ce point de vue et il a donné sa vision, il a essayé de parler de son pouvoir, du régime, il a essayé un peu de dire ce qu'il pouvait, notamment la question des élections, comme il sera aussi candidat. C'est logique, c'est normal pour quelqu'un qui n'est pas empêché par la loi et qu'il trouve que le premier mandat était émaillé de beaucoup de difficultés, et quoi de plus normal pour un parti comme l'IDPS qui a trop chanté en termes de peuple d'abord, en termes de changement. Il faudrait nécessairement que lui, comme les porte-étendards, puisse être à la mesure de matérialiser tous ces slogans à une réalité sociale. Donc je crois qu'il a la soif de pouvoir tenter encore un autre mandat parce que le mandat actuel n'était pas, pour lui, n'est pas jusqu'à la preuve du contraire très favorable. Donc, quoi de plus normal pour un président qui a l'énergie, qui a les moyens et qui croit qu'il peut faire aussi quelque chose dans le sens de pouvoir résoudre les problèmes des citoyens malgré les circonstances et qui ont vraiment fragilisé ces mandats. Vous savez que depuis qu'il a accédé au pouvoir, il a vraiment été bité devant beaucoup de problématiques. Vous savez, il y a beaucoup de catastrophes aussi naturelles qui sont intervenues, telles que la Covid aussi a pris son mandat. Voilà, et puis vous savez, il y a eu beaucoup de catastrophes telles que les accidents mortels dans la République démocratique, les inondations ont tué, et les épidémies sont à Paris, des tueries à l'Est, même dans des accidents ferroviaires, accidents sur le plan de l'aviation. Il y a eu des avions qui ont connu des crashs, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas permis qu'il soit vraiment erré d'un mandat, et un mandat qui est vraiment un mandat de souvenance de la lutte de son père et que lui pouvait donner la fougue de la jeunesse pour vraiment relever les défis de son père, mais il se trouve bité à des problèmes qui n'a pas arrangé, il n'est pas fier de lui-même. D'ailleurs, vous savez qu'il n'est pas dans la peau d'un président, comme il l'a toujours dit, tant qu'il n'y aura pas sécurité au Congo, tant qu'il ne saura pas résoudre les problèmes des citoyens au quotidien, il ne se sentira pas dans la peau d'un président. Je crois qu'il va essayer maintenant avec un second mandat pour confirmer cette hypothèse qu'il est capable de tout donner aux Congolais. Voilà, c'est naturel et c'est logique. Du reste, bon, c'est une communication politique, il y a tout dedans, voilà. D'accord. Le président estime qu'il doit briguer un deuxième mandat pour concrétiser sa vision à la République démocratique du Congo. Pensez-vous que ce mandat est déjà considéré comme raté? Oui, lui-même déjà, quand il va en termes de bilan, vous savez que à la fin de l'année passée, donc, il a dit que c'était du gâchis. Alors quand il dit gâchis, c'est-à-dire qu'il constate que rien n'a marché. Et puis maintenant, il a mis en place un autre gouvernement
Et effectivement, l'état des lieux dénote que les réalités économiques sont de nature à ne pas permettre l'expression de la politique publique qu'il voudrait. Tous ces genres de choses qui se présentent ne sont pas des instruments de nature à pouvoir lui rassurer qu'il va atterrir par rapport à un programme qu'il a présenté. Vous savez qu'il a parlé d'un budget de 11 milliards de dollars qui ne parvient pas toujours à matérialiser. Il a ses rêves de pouvoir chercher à diminuer le chômage. Il a besoin de pouvoir faire de sorte que, vous savez, il parle aujourd'hui beaucoup plus sur la corruption, il parle de mafia, il a parlé de la loi de l'Omerta. Voilà, il a parlé de la loi de l'Omerta. Et pourtant, vous savez que lui, quand il était en opposition, lui-même, il a fait mention de cela. Il dit 20 ans durant, j'étais à l'opposition, j'ai parlé de ceci. Aujourd'hui, je suis au pouvoir, je réalise que toutes les institutions de la République, il a cité l'armée, il a cité les Sénats, il a cité les institutions. En bref, donc il comprend que c'est difficile un contexte de pouvoir gouverner avec son cœur en qualité d'un homme d'État. Il veut que ça soit ce qu'il veut, mais il trouve qu'il y a des contraintes, il y a des réalités qu'il n'attendait pas, mais qui sont des faits réels, probants, qui font qu'il n'est pas encore à mesure de pouvoir se confirmer. Voilà. Eu égard à sa gestion actuelle, pensez-vous lui soutenir pour ses seconds mandats? Bon, le problème, ce n'est pas moi qui nécessairement qui doit les soutenir, comme vous le posez, c'est les souverains. Les souverains, c'est une multitude de peuples et des hommes qui sont déterminés à pouvoir accorder les mandats à qui ils veulent. Vous êtes dans une configuration où la démocratie veut que réellement que les souverains puissent choisir tranquillement, librement son dirigeant. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les souverains au Congo choisissent en fonction de ce que vous attendez comme réponse à leurs problèmes? Ça, c'est une question que nous devons nous poser, ou bien ils sont dans d'autres considérations. Donc ça, nous allons voir, les peuples sait si ils vont lui accorder ses mandats. Et puis nous sommes dans un champ politique. Vous savez, en Afrique, précisément au Congo, on ne devient pas autorité tout simplement parce qu'on a gagné les élections par le biais de voix des électeurs. Il y a beaucoup de mécanismes pour être là où on veut être. Donc nous osons croire qu'il a tous ces instruments, il a toute la possibilité de pouvoir briguer ses mandats et continuer à diriger ce pays. Donc ce n'est pas à moi de pouvoir parler de cela. Ok, le chef de l'État a mentionné plusieurs sujets, entre autres, il a mentionné que certains membres de l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe, jouent avec le feu. Pourquoi pensez-vous que le chef de l'État aurait tenu des propos aussi ardus à l'égard de ses partenaires? Bon, effectivement, c'est ça les champs politiques. Vous savez qu'on est amis un instant et puis après, on peut se chambouler et pour entrer dans l'adversité. C'est complexe cette histoire. Il est vrai qu'en 2023, il était question qu'on puisse soutenir les mandats, la candidature de celui de l'INC, notamment Vital Kamerhe. Aujourd'hui, il est en difficulté. C'était un accord qu'ils ont signé à Nairobi. Aujourd'hui, nous ne savons pas est-ce que ça demeure valable ou pas. Et ça, c'est logique. Donc, ils sont dans une configuration électorale qui est émaillée de calculs des positionnements. À couteau tiré, si on doit dire. Je crois bien qu'il ne laissera pas, qu'il ne lâchera pas, quoi qu'il en soit. Okay. Comme déjà il s'est prononcé quant à ça, donc c'est pour dire qu'il y a rupture par rapport à l'accord de Nairobi. Donc déjà, vous savez, Vital est en souffrance. Il n'y a pas un potentiel candidat qui serait de l'INC qui pourra faire face à Félix actuellement. Et je crois que c'est ça la réalité qui lui rassure. Donc, il est candidat donc, pour avoir muru l'appétit, parce que le pouvoir, c'est du sucré, hein, le pouvoir, c'est du miel. C'est comme du sucré. Voilà, donc, il en a besoin, il en a encore besoin. Et parce que même si c'était à ma place, un mandat qui n'a pas bien réussi et que je voulais réellement corriger les erreurs du passé que nous avons critiquées, je ferai de la même manière pour chercher un autre mandat et avoir
une majorité favorable à moi pour que je puisse être à la hauteur de pouvoir manipuler mes politiques publiques et chercher à renommer mon nom, l'histoire de son père, de son parti politique, et pourquoi ne pas résoudre efficacement et d'une manière durable, jeter les jalons du développement, parce qu'il est vrai qu'il est difficile pour le contexte de notre pays qu'un régime, un président avec un mandat de 5 ans ou de 10 ans puisse développer le Congo. Nous cherchons celui qui viendra pour juste jeter les jalons, baliser la voie pour qu'enfin s'installe le développement petit à petit. Aujourd'hui, les membres de l'UNC annoncent de se retirer de l'Union sacrée, comme quoi l'accord de Nairobi n'a pas été respecté. Comment commentez-vous cela? C'est toujours des déclarations politiques qui nécessairement nous attendons que ça puisse suivre, s'en suivre des faits. Mais nous considérons que c'était un accord privé des particuliers. Dès lors qu'ils constatent que cet accord ne sera plus d'application, ils ont le droit légitime de pouvoir crier tout haut que voilà, il y a violation de l'accord. Donc ce n'est pas aussi illogique de leur part de pouvoir dire que l'IDPS devait soutenir l'UNC. Mais bon, les rapports de force comptent parce que nous sommes, comme je l'ai toujours dit, dans un champ politique. À ce stade, ne pensez-vous pas que c'est normal que l'on les laisse parce qu'avec leurs leaders en prison, comment vont-ils se mettre encore? Ce n'est pas nous qui normalisons. Et ils ne peuvent pas normaliser ça parce qu'ils trouvent que l'INC est un parti politique. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas Vital, celle qui peut être présidentielle. Voilà, donc il y a Gabé Lolendo qui est aussi membre de l'INC, qui peut être aussi candidat président de la République. Il y a Mayo, ils sont nombreux les gens, donc pour ne pas les citer ici. Mais je crois que Vital Kamerhe en difficulté, les rapports de force vont beaucoup plus du côté de l'IDPS. Ça s'est vraiment dégradé de leur côté. Ça s'est dégradé. Ça c'est déjà, non, c'est déjà consommé. Donc, il est vrai que le chef de l'État, comme il s'est prononcé clairement, donc c'est-à-dire qu'il ne tient plus compte de cet accord. D'accord. Prenons le deuxième thème de l'émission, M. Foucasse. 30 juin 1960, 30 juin 2021, 61 ans, jour pour jour depuis que la RDC est devenue indépendante. Comment vivez-vous cette journée? Non, ce n'est pas pour dire que la RDC est devenue indépendante. On ne l'est pas? Non, on ne devient pas indépendant comme ça parce qu'on a déclaré que nous accédons à l'indépendance et vous devenez automatiquement indépendant. Ça, c'est une fausse idée, c'est une incoction, c'est du raté. Comment ça? Les 30 juin que nous fêtons ici, c'est la date qui commémore l'accession, le jour de la déclaration solennelle de l'accession de l'indépendance. La restauration, si on doit dire. Non, non. Non. L'accession dont vous accédez, c'est les jours qu'on a déclarés. En fait, c'est ça, au fait, la réalité. Comment vivez-vous cette journée? Cette journée-là était un événement en son temps qui, pour moi, mériterait son honneur pour que cela soit commémoré aujourd'hui parce que c'est au fait le fruit d'un courage, d'une classe politique qui était déterminée, qui voulait sortir de la colonisation, de l'exploitation, de la maltraitance du colon. Mais quant à dire que nous sommes aujourd'hui indépendants 61 ans après, ça c'est une fausseté. Il a été déclaré ces jours-là, mais il a fallu que cela se fasse accompagné d'un travail des titans, des hommes et des femmes, acteurs politiques congolais, pour que nous puissions matérialiser cette indépendance. Parce que l'indépendance, c'est l'opposé de la dépendance. Est-ce que sommes-nous indépendants? Vous pensez que nous ne sommes pas indépendants? Non, parce que nous sommes dépendants. En réalité, nous sommes dépendants en tout et pour tout. Sur le plan politique, nous sommes dépendants. Sur le plan économique, nous sommes dépendants. Sur le plan culturel, nous sommes dépendants.
sur le plan spirituel, nous sommes dépendants. En tout et pour tout. Permettez-moi de démontrer que allez-y. Il est difficile pour un ignorant d'être libre. Aujourd'hui, l'Africain, pour quelques États, parce que ce n'est pas une situation globale, le cas du Congo, nous n'avons pas encore eu une classe politique ou une classe savante ou une classe, parce qu'il est question des élites. Il a fallu nécessairement que nous ayons une élite qui gère la République avec notre génie propre. Or, quand vous regardez tout ce que nous avons sur le plan politique, même nos lois Proviennent de l'étranger. sont des lois d'ailleurs. Imaginez un peu, nous sommes dirigés par des lois qui sont confectionnées ailleurs pour d'autres États, pour d'autres réalités. Il y a un grand monsieur qui a dit que parce que chaque État a sa propre géographie, donc nécessairement, il faudrait que chaque État ait sa propre politique aussi. Mais nous prenons la politique d'ailleurs. la politique ou les politiques d'ailleurs, nous appliquons ça dans notre géographie. C'est pourquoi ça ne peut pas marcher. Nous étions autrefois colonisés parce que la colonisation avait des traits physiques en termes de la représentation de l'homme blanc sur notre sol, dans nos institutions. Mais ici, le paradigme a changé. Les colons n'ont changé que de la stratégie. Ils demeurent parmi nous. Ils continuent à nous exploiter. Mais dans la peau d'une autre. Mais dans la peau de nos frères. Okay. Ils les ont recrutés. Ils les ont formés. Ils les ont formatés pour que ceux-là puissent agir pour leur compte. Aujourd'hui, comment remonter cette pente? Pour que nous puissions remonter cette pente, nous devons recourir aux méthodes qu'eux ont appliquées pour arriver au résultat de la colonisation et de l'exploitation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils sont venus avec? Ils sont venus avec la spiritualité et l'éducation. C'est-à-dire que l'entame, c'est nous devons nous libérer sur notre instinct, nos réflexes, nos attitudes, nos comportements. Tout ceci ensemble va nous donner une certaine culture autonome qui va nous libérer maintenant de la dépendance. Parce que la liberté doit être d'abord au niveau de la pensée. Quand nous pensons comme les autres, nous voulons parler comme les autres, nous voulons nous habiller comme les autres, nous devons tout faire comme les autres, recourir chez les autres. Nous ne sommes pas indépendants, nous sommes dépendants. C'est ça la démarche. Donc, aujourd'hui, l'émancipation doit être d'abord au niveau de la mentalité. Nous devons combattre cette façon de voir les choses d'une manière esclavagiste, de penser que à l'ère actuelle, c'est les Blancs qui vont nous développer, ce sont les Blancs qui ont des bonnes idées. Par exemple, moi, je suis universitaire, mais j'ai appris ce que le Blanc nous a donné comme matière. Mais les Blancs, quand ils préparaient cette matière, la matière qu'ils préparaient était une matière aussi adaptée à leur réalité. Parce que l'enseignement tient compte du vécu quotidien, de l'environnement. Chose qui n'est pas notre cas. Mais nous,
Et cela déroute. Cela nous déroute parce que nous avons nos problèmes qui ne sont pas des problèmes de l'Occident. Okay. Mais nous voulons appliquer les normes, les principes, les règles de l'Occident à des matières qui ne sont pas des matières occidentales, qui sont des matières purement africaines, purement congolaises, mais nous voulons appliquer l'intelligence occidentale au lieu que nous puissions puiser dans notre génie propre, parce que ça existe. Comment sortir de cela? Parce que nous voyons même nos professeurs de l'université qui font recours à l'étranger pour défendre leur thèse de doctorat. Comment sortir? Non, ça c'est l'académie. L'académie s'est organisée pour que la science puisse être universelle. Okay. Ce sont des connaissances que nous partageons. Mais il y a des cas spécifiques qu'à chaque région, à chaque territoire, à chaque coin, il y a des réalités spécifiques. Donc, autochtones, propre à vous. Et alors, quand c'est propre à vous, vous devez dégager une énergie purement autochtone, votre génie propre, votre savoir propre, tenant compte de cette réalité spécifique. Par exemple, moi, j'ai réfléchi pour mettre en place ici au Congo, sur le plan institutionnel, parce que je suis politologue de formation, j'ai estimé que oui, effectivement, l'académie, la science m'a renseigné sur le plan générique les institutions qui organisent les États. Mais j'ai regardé mon État, j'ai regardé tout ce qui va avec notre culture, notre économie, notre sociologie, notre histoire. Je me suis dit, il est possible que nous puissions fermer les institutions telles que les assemblées provinciales, telles que les Sénats, telles que les CENSA, que nous puissions fermer cela. À la place d'institutions budgétivores qui ne servent à rien. Voilà. Que nous puissions créer. Parce que moi, j'ai déjà réfléchi sur cela. J'ai déjà pondu une institution. J'ai déjà donné du contenu, le fonctionnement, l'organisation. Une institution qui serait à la base du développement. J'ai appelé ça une chambre de péréquation stratégique pour le développement intégral de la République démocratique du Congo. Cette chambre doit exister. Pourquoi? Parce que j'ai réfléchi en tenant compte. C'est vrai, j'ai été inspiré par la science, qui est une généralité, mais j'ai pris des questions spécifiques de notre État, de notre réalité, dans toutes ces approches. J'ai trouvé que voilà ce que nous devons faire. Mais ce genre de débat, vous allez poser ça où au Congo? Même si vous allez chez les intellectuels, comme vous le dites, vous allez chez les professeurs, ces professeurs-là n'ont appris que ce que l'Occident a dit. Ils ont peur de pouvoir changer. Ils ont peur de pouvoir affronter cette contradiction ou bien cette complémentarité. Parce qu'ils pensent que ce que le blanc a dit, ce que leur professeur avait enseigné, c'est ce qui doit se faire nécessairement. Et parfois, quand il faut copier, nous copions aussi très mal ce que les autres font. Par exemple, vous avez dans les champs politiques, ailleurs quand on vous parle de l'opposition, on vous dit et on définit ça. L'opposition ne signifie pas la haine, ne signifie pas les hymères, ne signifie pas la méchanceté ni la colère. L'opposition, c'est le fait d'être en contradiction avec moi sur le plan idéologique. Et l'idéologie, c'est quoi? C'est la machine qui gouverne. Dès que vous avez une idée contraire pour la gestion de la Républica, vous êtes de la gauche, moi je suis de la droite, donc nous sommes opposés par rapport à une vision de la gouvernance. Mais ici vous trouvez ceux qui se proclament opposants sont de la même famille idéologique parce qu'ils s'identifient selon qu'ils sont sociodémocrates, selon qu'ils sont libéraux. Mais quand vous regardez dans la gestion, vous trouvez maintenant que les libéraux, c'est fait par rapport à la thématique, madame, l'indépendance, nous ne l'avons pas encore palpé parce que ça doit être une réalité. Vous connaissez, je viens de démontrer ici que sur le plan politique, nous sommes dépendants. Même quand nos autorités, quand vous regardez dans la plupart des cas, ce sont des recrutés de l'Occident. Et quand ils sont recrutés, vous savez qu'ils sont obligés, tenus à pouvoir rendre compte. Et ils les rendent au vu et au su de tous parce que
même pour la consolidation de leur propre pouvoir, vous savez, les périples, c'est dans les pays occidentaux pour confirmer qu'ils sont présidents élus dans leurs États. Sur le plan économique, vous savez bien que la cure-dent, papier mouchoir, tout ce que vous voulez, cache-nez, tout ce que vous voulez, tout ce que nous mangeons, nous dépendons. Donc, c'est ça la dépendance. L'indépendance, ça doit être matériel. Ça doit être une vie. Quand vous regardez sur le plan scientifique, nous dépendons des théories d'ailleurs. Nous n'acceptons pas nos propres théories. Nous croyons que nous sommes des sous-hommes. L'émission est terminée, M. Focas. Prenons cette dernière question. Que retenez-vous concrètement de la date du 30 juin? La date du 30 juin, il faut retenir tout simplement que dans l'approche historique, il y a eu un moment, une date, le 30 juin, on a déclaré solennellement l'accession à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Cela n'est pas à confondre avec être indépendant, être souverain, être libre. Non, ça, il faut un travail de longue haleine, un processus que nous devons nous assumer comme un peuple pour travailler et pondre cette indépendance. Parce que quand vous regardez l'hymne national, qui est le serment, c'est comme si ceux qui sont allés réclamer l'indépendance ont prêté serment par la chanson. Ils ont dit, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Aujourd'hui, quand vous regardez ces serments est inachevé et d'ailleurs, on n'a pas encore commencé à bâtir. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore libre, on n'est pas encore responsable, on n'est pas encore posé. Voilà, donc nous croyons que nécessairement, il y a un travail à faire. Nous voulons bien être indépendants, mais nous devons travailler pour y devenir parce qu'on n'accorde à personne l'indépendance. L'indépendance s'arrache, l'indépendance se confectionne et l'indépendance doit être une réalité. Nous dépendons de tout et de rien, de l'Occident, de l'Asie et des États-Unis. Non, nous sommes un pays encore dépendant en tout et pour tout, mais ce n'est pas une fatalité. Beaucoup de nations ont été dans cette configuration, mais une génération est arrivée, une génération éclairée, une génération des ingénieurs sociaux, une génération des hommes avertis. Ils ont changé les choses et ils se sont développés. Voilà. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à moi d'être ton invité aujourd'hui. Je crois que la prochaine, je serai encore disponible pour prester pour les comptes de nos compatriotes. Merci. D'accord. Fin de cette émission, fidèles internautes. Merci de votre réelle et sympathique attention. Restez-nous fidèles. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.